Haïti est une des îles magnifiques des Caraïbes. Cependant, elle rencontre deux problèmes majeurs depuis des années. Le premier est qu'elle est souvent touchée par des catastrophes naturelles comme le grand tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a fait plus de 280 000 morts et autant de blessés. Il y a un deuxième fléau qui est encore plus meurtrier, c'est l'instabilité politique qui laisse le pays en proie à des bandes armées. L'insécurité règne particulièrement dans la capitale Port-au-Prince et touche toutes les catégories de la société. Jean-David est originaire d'Haïti. Il va nous partager son histoire inspirante et comment Dieu l'a accompagné de nombreuses fois face à la violence, au kidnapping ou au meurtre. Bonjour Jean-David. Bonjour Philippe. Je suis très heureux de pouvoir te recevoir dans cette émission d'Histoire inspirante. On s'est connus il y a très peu de temps, il y a quelques minutes de cela, Exactement. puisque c'est un ami commun qui m'a dit « Écoute, ça serait vraiment bien que tu puisses avoir Jean-David avec toi dans Histoire inspirante. » Il a un parcours, comment on pourrait le résumer, waouh, c'est-à-dire un parcours qui est époustouflant. Tu es originaire d'Haïti, on va apprendre à mieux te connaître aussi. Et on connaît tous, on a entendu dans l'actualité un peu les violences qu'il y a en Haïti. Et tu vas nous parler un petit peu de cela, de ce que tu as vécu, de ce que tu as subi. Mais avant, dis-nous un tout petit peu. Tu es donc originaire d'Haïti, mais ça ne te définit pas totalement. Tu es étudiant. Exactement. Et je te remercie Philippe pour cette invitation, de m'avoir donné cette occasion de partager à ton auditoire mon histoire. Mon histoire est inspirante et j'espère qu'elle va vraiment inspirer les autres. J'en ai aucun doute. Je suis haïtien, donc je suis né à Port-au-Prince et j'ai fait des études de droit. Donc j'ai eu ma licence en Haïti et j'ai commencé à travailler en Haïti. Et en fait, je suis venu ici en France juste pour faire un master en droit des affaires, donc avec une spécialisation en droit et affaires internationales. Donc ça, c'est mon master que je viens d'avoir, merci Dieu. Eh bien, félicitations aussi pour ce travail-là et puis pour ce master obtenu. Exactement. Je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Donc je vais raconter mon histoire. Donc vous allez comprendre, tu vas comprendre que ça n'a pas été du tout facile. Ouais. Alors tu es né dans une famille donc en Haïti, de parents qui sont adventistes. Toi-même, tu es adventiste aujourd'hui. Grandi dans cette famille où la foi a une place importante. Hein. Ce n'est pas quelque chose de culturel. Tes parents sont très engagés. Exactement. Moi, je suis né dans une famille adventiste. Donc, mon père, il a passé sa vie à servir l'église adventiste parce qu'il était ancien. Il a passé près de 8 ans comme premier ancien de son église. Donc, avant, il était diacre, tout ça. Donc, ma mère, elle était responsable du département de santé, de la santé, donc, puisqu'elle est infirmière. Et ma soeur aussi a servi dans le département de la santé, de l'école du sabbat. Moi, j'ai grandi totalement à l'église adventiste. J'étais responsable du département de l'école du sabbat de mon église. Donc, j'ai passé un temps aussi dans la jeunesse. Donc, j'étais sous-directeur du département éclaireur en Haïti. Donc, je n'ai connu que ça. Et même pour ma scolarité aussi, parce que j'étais dans une école laïque adventiste, La Source. Ensuite, même pour mon université, c'était l'université laïque adventiste, Mont-Everest. Donc, je n'ai connu que ce monde. Et j'étais un peu jaloux des autres qui ont connu autre que ça et qui se sont convertis juste après. Ils ont cette histoire de conversion, moi, que je n'ai pas. Mais Dieu m'a permis d'avoir mes expériences personnelles. Alors, justement, tes expériences personnelles, tu n'en manques pas. On l'a dit, en venant d'Haïti, on connaît le contexte, on a tous entendu parler de ce contexte-là. Toi, tu es arrivé en France il y a 4 ans. 3 ans, en 2021. Voilà. 2021. Donc, tu arrives en France et le contexte ne s'est pas arrangé depuis, mais il existait depuis déjà plusieurs années. Un contexte très conflictuel avec beaucoup d'arrestations, beaucoup de kidnapping, de rançons qui doivent être versées. Et puis, toi, premier épisode que tu voudrais partager avec nous, c'est un jour, alors tu étais plus jeune, vous êtes dans la voiture et vous allez à l'école. Ah oui, et la situation, elle est compliquée. En Haïti, il faut dire qu'il y a 2 principaux problèmes
aux deux principaux problèmes. Ce sont les problèmes politiques et les problèmes naturels, donc naturels et catastrophes naturelles. Donc, nous sommes en proie soit au tremblement de terre, au cyclone, au ouragan. Mais la plus grande situation troublante en Haïti, c'est la situation politique qui est beaucoup plus meurtrière de ces jours-ci que les catastrophes naturelles. On a connu tous le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et j'ai été miraculeusement sauvé ce jour-là. C'était le seul jour où mon père est venu me chercher à l'école tôt. D'habitude, c'est plus tard que 4 heures. C'est 5 heures que je laissais l'école. Ce jour-là, il est venu avant que le tremblement de terre eut lieu. Et j'ai eu pas mal de camarades qui ont perdu leur vie à l'école ce jour-là. Et le tribunal, mon père aurait dû être au tribunal à 7 heures. Donc, le tribunal, il a laissé un peu tôt, le tribunal. Et ma mère, elle était professeure à la fac. Donc, il y avait d'ailleurs une rencontre avec tous les responsables, tous les professeurs. Et ce jour-là, l'établissement où elle travaillait a dû s'écrouler. Il n'y avait pas une seule personne qui a survécu. Oui, ma mère était restée à la maison ce jour-là, justement parce qu'on n'avait pas de femme de ménage à la maison. Donc, c'était un peu compliqué de manger durant tout le mois. Donc, ce jour-là, elle s'est dit qu'elle va rester pour préparer de la nourriture pour la famille. Voilà la raison pour laquelle ma mère a eu la vie sauve ce jour-là. Donc, notre famille, 12 janvier 2010, a été sauvée miraculeusement. Alors, tu as grandi dans cette famille adventiste et avec cette conviction que Dieu est là, Dieu protège, Dieu accompagne. Exactement. Et il y a un jour cet épisode que tu m'as raconté et que tu vas nous partager où tu es dans la voiture et vous êtes en retard pour aller à l'école. Exactement. Et j'aime bien que tu dis qu'on était en retard parce que on était tous reconnus pour avec cette étiquette-là qu'on était tout le temps en retard à l'école. Et mon père conduisait assez vite parce qu'on était en retard. Et on était sur le point de prendre une intersection, donc il a dû ralentir juste pour prendre le carrefour. Et à la dernière minute, une voiture nous a dépassés. Et arrivé à l'intersection, il y a 4 hommes armés qui ont kidnappé et la voiture et les gens qui sont dedans. Donc, à quelques millimètres près, ce serait nous. Donc, c'est pour vous dire que, comme les gens disent, la vie en Haïti, c'est 24 heures renouvelées. Donc, à n'importe quel moment, tu peux être atteint de projectiles ou être victime du kidnapping. Et cette situation-là, ma famille, nous l'avons vécue pas mal de fois. Moi, de mémoire, j'ai 2 épisodes où nous avons été à 2 centimètres d'être kidnappés. Donc, il faut dire que ce n'était pas des gens ciblés. C'est la première personne venue à l'intercession serait kidnappée. Oui, c'est-à-dire que voilà, les gens ne sont pas... c'est malheureusement devenu un business de kidnapper les gens, demander des rançons. Et vous, votre famille... Alors, on hésite toujours à dire elle a été protégée, parce que quand on pense elle a été protégée, on pense à ceux qui ne l'ont pas été. Mais en tout cas, vous avez senti cette protection du Seigneur à vos côtés. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais sentir que vous êtes accompagné malgré ces difficultés-là. Il y a un autre épisode aussi de ce type-là qui continue de construire cette foi aussi de le Seigneur est là, il veille sur chacun d'entre nous. Exactement. Je me rappelle une fois que je revenais de la fac, j'avais des amis dans la voiture, donc je roulais, et c'était à 1 heure de pointe, et une fillette traversait la route. Il faut dire que la circulation en Haïti, c'est pas comme la circulation en France. Ça se rapproche un peu de la circulation marseillaise, mais j'allais dire. Hein. Mais c'est pas trop ça. Alors tu peux balancer sur les Marseillais puisque tu es à Marseille. Exactement, je suis à Marseille. Et donc dès qu'une personne traverse, elle est plus concernée avec ta voix, donc tu peux continuer à rouler tranquillement. Donc, j'ai vu la fillette qui traversait et elle avait un monsieur, accompagné d'un monsieur. Donc, ils ont traversé devant moi. Donc, je me suis dit, OK, ça va, je peux continuer ma route. Et arrivé au milieu de la route, donc, ils attendaient que l'autre voie soit libérée pour qu'ils puissent continuer à traverser. Mais le monsieur a laissé la fillette au milieu, il a couru et la fillette a dû retourner sur ses pas. Et moi qui y arrivais, donc j'ai dû
freiné, mais ça n'a pas été suffisant et j'ai percuté la fille. Donc, il faut dire qu'en Haïti, percuter une personne, moi, je roulais un pick-up BT-C4, donc c'était une voiture assez, comment on pourrait dire ça, assez élevé, pas prestigieux, mais un beau véhicule. Un beau véhicule Ouais. pour la situation, pour Haïti quand même. Et donc, lorsqu'un conducteur percute une personne, tu peux être lynché et brûlé vif par la population. Donc, le premier réflexe, c'est de se réfugier dans un commissariat, mais ne pas rester là où a lieu l'accident. Et c'est de se réfugier dans un beau commissariat aussi. Donc oui, il faut expliquer que dans le contexte, le réflexe en France, c'est on appelle les pompiers, on appelle la police, on va secourir la personne. Exactement. Là, tu es dans la voiture, dans ce pick-up, tout d'un coup, cette jeune fille, tu viens de la renverser. En fait, en quelques secondes, toi, tu dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que il y a une justice populaire qui ne se passe pas devant les tribunaux, mais qui se passe à l'instant. Et là, potentiellement, c'est ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que là, la population peut te tomber dessus et faire justice elle-même. Et ils ne vont pas chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est une voiture, tu as renversé une jeune fille, c'est toi coupable. Et tu dois le payer quelque part. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, à côté, il y avait des hommes sur le trottoir qui jouaient au domino. Mm-hmm. J'ai percuté la fille, eux, ils continuaient à jouer comme si de rien s'était passé. Et moi, j'ai commencé à respirer, c'est lorsque j'ai vu la fillette se relever et continuer pour aller se retrouver sur le trottoir. J'ai dit, enfin, la fillette, elle est vivante, elle n'a rien. Et c'est à ce moment que j'ai descendu de la voiture pour aller la voir et un peu gronder le monsieur qui l'a laissé tout seul. Et à ce moment que j'ai appris que la fillette ne connaissait pas du tout le monsieur et qu'elle voulait justement profiter de cet instant pour traverser et qu'elle a été laissée chez elle. Donc, elle a laissé sa maison. Donc, en marchant, elle a vu sa mère de l'autre côté. Elle a voulu traverser pour aller retrouver sa mère. Et pendant ces quelques minutes, la foule a commencé à m'entourer. Donc, il y avait des gens assez violents. Je ne voulais pas rester au milieu de la foule. Et c'est pour cela que j'ai invité à la famille de monter et la voiture afin que je les emmène à l'hôpital. Alors là, donc, tu invites, pour fuir un peu cette foule, un lynchage, tout simplement. Oui. Tu invites la jeune fille, sa maman qui était de l'autre côté de la rue, qui a vu tout ce qui s'est passé, qui s'est joint à elle, et puis du coup, tu les emmènes toutes les deux. Mm-hmm. Et puis, il y a une troisième personne aussi. Oui, c'est ça. Donc, elles ont monté la voiture avec un monsieur. Et moi, j'ai cru que ce soit un proche parent, un oncle, un père. Donc, elles ont monté la voiture avec un monsieur. Donc, ma première idée, c'était d'éviter la foule parce que je ne voulais pas être attaqué par la foule. Donc, je continuais la route, mais je me suis dit qu'arrivé quelques mètres, je vais les inviter de descendre de la voiture parce que visiblement, la fillette n'avait rien du tout. Et vite fait, cette idée m'a laissé la tête. Et je me suis dit, bon, ma mère, elle est infirmière. Je vais téléphoner à ma mère et les emmener voir ma mère dans l'hôpital où elle travaillait. Et c'était pour la première fois que j'ai téléphoné à ma mère à plusieurs reprises et que je n'ai pas pu joindre ma mère au téléphone. Donc, je me suis dit, OK, je vais quand même les emmener à l'hôpital. Et c'était un hôpital privé assez cher. C'était l'hôpital qui était plus près de la Seine. Et j'ai été accueilli par un médecin et qui ne m'a même pas ne m'a même pas donné le temps pour l'expliquer la situation, sans que je n'ai à payer d'abord. Donc, il a pris l'enfant, il l'a consulté, etc. Et m'a prescrit des vitamines parce que la fille n'avait rien du tout. J'ai acheté les vitamines et j'ai donné à la famille de l'argent pour prendre un taxi pour retourner chez elle. Alors, il faut aussi expliquer qu'en Haïti, quand tu vas à l'hôpital, tu vas pas, les soins ne sont pas gratuits. Et en plus, les soins, tu payes d'avance. Exactement. Hein? Donc là, il y a quand même eu quelque chose aussi un peu de particulier dans cet accueil. Oui, moi, j'étais un peu étonné de cet accueil-là parce que c'est un hôpital que je connaissais et pour son prix et qui était très réputé. Donc, tu paies d'abord, ensuite, tu reçois les soins.
Et ce jour-là, moi, j'ai pas eu à payer. Et le médecin, c'était comme un ange. Il ne m'a même pas laissé expliquer. Il m'a dit, ah, moi, je connais tout. Il a pris l'enfant et il a apporté les soins nécessaires. Et moi, là où j'allais être encore étonné, c'est quand le monsieur a pris la parole pour me dire en créole, ou bien chance. T'as de la chance. Alors, le monsieur, c'est cette troisième personne qui était avec toi dans la voiture. Exactement. Qui était pour toi un oncle, un parent, mais qui en fait s'avérait pas du tout être de la famille de la mère et de cette jeune fille. Hein. Exactement. Et le monsieur m'a dit, tu as de la chance. Moi, j'ai dit, comment ça, j'ai de la chance? Et c'est à ce moment qu'il commence à m'expliquer que lorsque j'ai percuté la fille, les hommes là qui jouaient au domino, ils sont tous armés. Si j'avais pris la décision de fuir, de continuer ma route, ils m'auraient tous criblé de balles. Et lui, il a été délégué par ces messieurs-là. Donc, si j'avais pris la décision de demander à la famille de descendre de la voiture en chemin, ils m'auraient criblé de balles. Donc, j'ai eu la chance de les emmener directement à l'hôpital. Et au moment où il me parlait, il avait son arme à feu C'était tout simplement un tueur à gages, en fait. Exactement. Et j'avais ce sang-froid pour lui répondre et le dire, ben, c'est pas de la chance, c'est que je suis un enfant de Dieu. Il fallait voir le visage de cet homme qui a été transformé par ça et j'ai pu partager mon expérience, partager ma connaissance de la Bible avec lui. Et pour moi, c'était formidable et j'ai pu comprendre à chaque centimètre parce que à chaque centimètre de cette situation, Dieu m'a permis d'avoir eu le bon réflexe pour ne pas rester. Alors là, tu nous as décrit ton parcours, ta croissance dans l'Église, les expériences que tu as vécues les unes après les autres, où vous avez été guidés en famille, protégés, mais tout ne s'est pas toujours bien passé. Toi, tu viens étudier en France, tu fais tes études en France, et là, il s'est passé quelque chose de tragique dans ta famille, quelques années après. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? C'est peut-être un tournant de ta vie aussi. Exactement. Et en septembre 2021, j'ai dû laisser Haïti, ma famille, pour venir en France étudier, parce que moi, j'étais le bras droit de mon père. Nous avions 2 cabinets en Haïti qui desservaient la population, parce que mon père, il est avocat. Donc, on gagnait bien notre vie. Donc, on commençait à avoir une clientèle en droit des affaires. Mon père, il est plutôt généraliste. Donc, pour pouvoir desservir cette clientèle, je me suis dit, donc, il fallait un master. Donc, je suis allé en France. Je suis ici en France juste pour faire le master, retourner après. Donc, c'était ça l'idée. Mais entre-temps, en décembre 2021, quelques mois après, et c'était un jeudi, je crois, c'est le 16 décembre, où je revenais des partiels à la fac. J'étais vraiment exténué. Une fois arrivé à la maison, j'ai dormi tout simplement, sans regarder mon portable. Par contre, de l'autre côté en Haïti, mon père était en train de prêcher une semaine de prière dans une église sœur. Et après avoir prêché cette semaine de prière, je crois que la méditation de ce soir-là, c'était sur le sabbat. Et il est passé à l'église, à notre église, dans une séance de comité. Après cette séance de comité, il est rentré chez nous, en pleine du cul-de-sac. Et il était assis sur sa cour, livré en main, revue Adventist World. Il était en train de préparer la prédication, la méditation de lendemain, de demain soir. Et c'est à ce moment qu'il y avait dans notre cour des hommes embusqués et qui l'ont poignardé à plusieurs reprises, plus de 8 fois à coups de couteau. Ma mère était là et j'avais un cousin à la maison. Donc, ils ont dû rapidement emmener mon père à l'hôpital, à Médecins Sans Frontières, où il a pu recevoir les soins. Et c'était dans cet hôpital aussi que ma mère travaillait. Donc, il faut dire que toute l'équipe médicale était comment on peut dire ça, sous pied, mobilisée pour prodiguer les soins à mon père et pour essayer de lui sauver.
Et quand je me suis réveillé au milieu de la nuit et que j'ai regardé mon portable, beaucoup d'appels manqués, les groupes WhatsApp sur les réseaux sociaux étaient en mouvementé et me disaient, David, est-ce que c'est vrai ce qu'on a entendu, etc. Et moi, je ne connaissais rien du tout. Moi, j'ai essayé de téléphoner à ma mère, je lui ai parlé d'ailleurs, et elle n'a pas voulu me dire ce qui se passait parce que j'étais très proche de mon père. J'étais son bras droit, donc... Et c'est une amie qui m'a dit, Jean David, que ton père a reçu des projectiles, parce que la première idée, c'est qu'il avait reçu des projectiles et que mon père était à l'hôpital. Et là, c'était terrible pour moi. C'est la première fois que mon père, pour moi, dès mon enfance, que mon père se retrouve à l'hôpital. Il n'a jamais été malade pour qu'il soit à l'hôpital. Et là, j'ai prié ce soir-là de toutes mes forces afin que Dieu puisse sauver la vie de mon père. Donc, j'ai prié. Et à un certain instant dans la nuit, mon père n'a pas pu survécu à cette attaque et il est mort et il est décédé. Donc, pour moi, c'était très dur et j'ai ressenti cette déchirure inexplicable, inexprimable. La déchirure, elle est terrible aussi parce que ton père, votre famille était une famille appréciée. De par la situation professionnelle d'avocat, vous veniez régulièrement en aide aux voisins, au voisinage. Autre chose inexplicable, c'est que vous n'aviez pas l'explication, vous n'avez toujours pas à ce jour l'explication de pourquoi cet acte-là, gratuit, c'est-à-dire que les bandits n'ont rien volé. Donc, comprendre pourquoi, cette question sans réponse a été aussi difficile pour toi. Oui, c'est difficile dans la mesure où mon père, c'était quelqu'un qui était aimé et apprécié de tout le monde. Les enfants de notre quartier qui ne pouvaient pas aller à l'école, qui ne pouvaient pas manger, ils étaient scolarisés grâce à mon père et ils étaient nourris grâce à mon père. Sur le quartier, si une famille était enceinte et ne pouvait pas aller à l'hôpital, à l'heure de l'accouchement, soit ma mère assurait l'accouchement, soit mon père et moi les emmenaient à l'hôpital, et ceci à n'importe quelle heure de la soirée. Et même les clients, mon père accueillait les clients sans qu'ils aient d'abord à payer, sans qu'ils aient à donner les honoraires. Et je me rappelle aussi que mon père a eu 2 crises cardiaques ce soir-là. À l'intervalle de ces 2 crises cardiaques, il a eu un temps de conscience et que ma mère a pu lui poser la question: est-ce que tu as une idée de qui aurait pu te haïr pour te faire, pour t'attaquer de cette manière? Et mon père, même sur son lit et de mort, il a dit qu'il n'a pas d'ennemis à sa connaissance. Donc, c'est pour te dire comment, à aucun moment donné, on aurait pu imaginer qu'une telle chose arrive. Et pour moi, c'était difficile. Parce que pour voir un homme de Dieu qui priait et qui était vraiment sur le champ de bataille, qui était en train de préparer une méditation pour le lendemain, d'être attaqué de cette manière. Pour moi, ce serait plus acceptable qu'il ait été attaqué sur la voie publique en sortant de son bureau. Ou kidnappé sur la route. Oui, pour moi, ça serait plus admissible que d'être attaqué chez nous. Donc, c'est pour vous dire que cette personne connaissait un peu nos habitudes et c'était un peu professionnel aussi parce qu'il a utilisé un poignard, il n'a pas utilisé des projectiles, une arme à feu. Donc, c'était dur. Et c'était un jeudi soir et le vendredi, je devais aller à l'église. Ce sabbat-là, je suis rentré à l'église et les chants qu'on chantait, c'est comme si c'était mon père qui chantait. Et je ne pouvais pas résister et j'étais en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce que mon père, franchement, pour moi, c'était un ange. Il priait trop, il était trop dévoué pour la cause de Dieu pour qu'il passe de cette manière. Donc, je n'ai pas pu rester à l'église.
Et je me suis levé pour laisser l'église et ne jamais retourner à l'église. Mais en traversant la porte de l'église, ce sabbat-là, j'ai eu un flashback. Et avec ce flash, j'ai l'Esprit de Dieu, je me permets de dire que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a montré toutes les fois que notre famille aurait pu être victime, a été attaquée, soit par les bandits, qu'on a failli été kidnappé et que Dieu a intervenu. Moi, j'ai vu tout ça miraculeusement. Je saurais t'expliquer. J'ai vu toutes les fois que ma famille a été attaquée et nous avons été miraculeusement secourus. Et vite fait, j'ai eu cette idée, cette pensée de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit glorifié. Donc, c'est ce flash-là qui m'a donné la force de revenir sur mes pas et de retourner à l'église. Les larmes aux yeux, je ne pouvais pas résister, mais j'ai dû rester, m'abandonnant à Dieu. Le parcours que tu as, il est très rapide à ce moment-là. Oui. Le moment où tu décides de quitter l'église, de ne plus jamais y remettre les pieds parce qu'il y a cette injustice, cette incompréhension par rapport à la mort de ton père, et ce moment où l'esprit te rattrape quelque part et te dit non, 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 Jean-David, ne pars pas et regarde ton passé. Un parcours très, très rapide et cette conviction que Dieu, malgré les difficultés, reste là à tes côtés. Exactement. Il faut dire que ça a été un parcours très rapide et il a fallu ce flashback. Parce que une personne aurait pu me dire, David, mets ta confiance en Dieu. Non, j'allais trouver les arguments pour dire c'était... Toi, tu avais déjà pris ta décision de quitter. C'était fini. Ouais. Donc, il a fallu ce flashback. Mais il y a eu d'autres moments aussi, parce qu'en remémorant la scène, et moi, j'ai dû retourner en Haïti pour organiser les funérailles. Lorsque je n'ai pas pu regarder les dépouilles de mon père. Tout ça, Dieu a permis à des séquences de ma vie, des interventions pour m'aider à surmonter la pente et à m'accrocher. Mais ce sabbat-là, il a fallu ce flashback. N'était-ce pas ce flashback, ça aurait été terminé et je ne serais plus adventiste, plus chrétien. C'est grâce à ça que je suis encore croyant et que je fais confiance à Dieu. Et j'ai dû retourner en Haïti pour les funérailles. Personne ne voulait que je revienne. Ma famille ne voulait pas que je revienne. Parce qu'ils étaient inquiets pour toi, surtout par rapport à la dangerosité. Exactement, parce que j'étais le bras droit et lorsque j'ai laissé Haïti, personne ne savait que j'avais laissé, parce que l'idée, c'était que je fasse des va-et-vient et pour revenir travailler avec mon père. Donc, je n'ai pas jugé bon d'annoncer à tout le monde que j'allais en France. Donc, il n'y avait qu'un seul ami qui savait que j'allais revenir en Haïti, pas même ma mère, pas même ma petite sœur. Donc, j'étais là en Haïti, en cachette. Et je me suis révélé à la famille un peu plus tard pour les aider dans l'organisation, mais c'était toujours en cachette. Et nous avons pu organiser les funérailles. Mais le problème aussi, c'est que j'étais en master en France. Et en master, il n'y a pas de rattrapage. Donc, en retournant en Haïti, j'ai abandonné mon master. Et mes amis, là, à la fac, ils m'ont conseillé de rester parce qu'ils m'ont dit que tu n'es pas la première personne qui a perdu un être cher, donc tu peux rester. Et si la personne était vivante, elle aurait voulu que tu puisses continuer avec tes études. Mais je me rappelle la réponse que je leur avais donnée. Je leur avais dit, Dieu, il sait pertinemment que je n'aurais jamais laissé quelqu'un d'autre enterrer mon père, donc je lui fais confiance. Donc, il se débrouillera pour voir comment je vais faire avec mon master, mais je sais pertinemment que je vais rentrer pour organiser les funérailles de mon père. Mais une fois en Haïti, parce que mon père, il était un avocat renommé, très connu, et son assassinat a consterné toute l'avocature, tous les avocats et les collègues.
Et le commissaire du gouvernement, à l'époque, n'a pas voulu donner à la famille les dépouilles sans qu'il y ait des enquêtes, sans qu'il y ait de l'autopsie, tout ça. Donc, tout ça a pris du temps. Donc, j'ai dû rater les examens. Donc, pour moi, c'est quand même, ça a été la fin de mon master. Et quelques mois plus tard, je me rappelle bien, c'était en février, et qui va avoir une séance de rattrapage. Donc, pour vous dire que certaines fois, certaines situations sont dures pour les autres, mais Dieu va créer une opportunité pour ses enfants. Nous étions en période Covid, certains étudiants ont raté, n'ont pas pu composer parce qu'ils ont eu le Covid. Donc, on a organisé une séance de rattrapage pour ces étudiants. Et j'ai reçu ce mail, j'étais en Haïti, donc j'ai dû profiter pour envoyer mon nom et avec tous les périodiques, les journaux qui ont relaté l'assassinat de mon père. J'ai été accepté, donc j'ai pris le premier avion. J'ai eu une semaine pour essayer de réviser et j'ai pu composer, faire les oraux. Et grâce soit rendue à Dieu, j'ai pu avoir cette session-là, réussir cette session. Et ça aussi, c'est un miracle parce que j'étais un peu brillant à la fac en Haïti. C'était ma première année en France, donc tout ce changement, c'était un peu dur. Mais c'était la première fois que j'allais avoir une moyenne de 12. Et j'avais un peu honte de dire à tout le monde que j'ai eu 12 parce que j'avais peur du jugement. Et mes amis de nos côtés, ils avaient peur de me demander si j'avais réussi ou pas. Parce qu'ils ont su l'épreuve par laquelle que j'ai passé. Ils ont eu peur de me demander est-ce que tu as réussi. Et il y a un seul qui s'est approché de moi et m'a dit David, comment ça a été, tout ça? Et je lui ai dit, j'ai validé ma session. Il a dit, ah bon, c'était une explosion de joie, il était content. Après, il m'a demandé, quelle est ta note? Je lui ai dit 12. Il m'a dit, oh, félicitations. Mais je lui ai dit, je suis un peu gêné, tout ça. Mais il m'a dit, mais David, tu n'as pas compris. Certaines personnes à ta place, n'auraient pu réviser, auraient abandonné, auraient pris plus de temps pour renouer avec la fac. Tu dois remercier Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, vraiment là, c'était un miracle. Et que malgré l'assassinat de mon père, j'ai pu quand même avoir l'opportunité, la chance de revoir mes examens et réussir quand même malgré la période que j'ai eu très peu de temps pour réviser et la force de réviser aussi. Et je remercie Dieu, c'est lui, franchement, qui m'a donné cette capacité-là de pouvoir traverser et avoir cette note. Merci beaucoup, Jean-David, pour ce témoignage vrai, ces témoignages, parce que c'est tout un parcours de témoignages. Je sais que tu nous as préparé un texte qui pour toi est important, parce que ce texte, il a une histoire, il veut dire quelque chose, mais il vient pas de n'importe où non plus. Oui, et ce texte que j'aime beaucoup, c'était un texte c'était le texte préféré de mon père. Il le répétait tout le temps à la maison. C'est le psaume 37, le verset 25, qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est un texte qu'il répétait tout le temps à la maison. Et pourquoi? L'une des expériences que nous avons eues autour de ce texte, il y avait en Haïti un phénomène de pays loc. Quand on dit pays loc, c'est vraiment loc. C'est tout. Le pays est bloqué complètement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Exactement, plus rien qui fonctionne. C'est soit que c'est une situation provoquée par les politiciens ou c'est provoqué par les bandits armés. Et si tu avais à manger, donc c'est bon pour toi. Tu peux quand même résister. Mais si tu n'avais pas à manger, tu vas rester durant tout ce temps sans avoir de quoi subvenir aux besoins de ta famille. Et je me rappelle que la situation était un peu prolongée et les réserves de mon père avaient été épuisées.
lui, il n'allait pas dire à la famille qu'il n'avait plus rien à nous donner, tout ça. Il est sorti ce jour-là pour aller rencontrer un client. Ce client-là qui habitait une autre ville, je te parle d'une situation de pays-là qui a traversé des barricades, et il a choisi ce jour-là pour apporter ses honoraires à mon père. Pourquoi? Parce que mon père, lui, dans sa compassion, il recevait tout le temps les clients, mais sans qu'ils aient à payer. Donc, ce client avait choisi de payer mon père ce jour-là. Et moi, j'ai vu mon père rentrer à la maison avec des provisions. Il a pu quand même trouver des provisions. Et c'est lui qui m'a raconté que, David, t'as vu, pendant ces jours-là, j'ai pu subvenir aux besoins de la famille. Mais aujourd'hui, j'avais plus rien. Mais Dieu a permis que ce client puisse me payer à l'instant même et qu'il a trouvé des provisions pour nous nourrir pour tout le temps, toute la période de pays log, parce qu'il n'y a pas de bug, tout ça. Donc, il répétait tout le temps que Dieu prend soin de la famille. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, avec la mort de mon père, moi, je considère que mon père était juste. Donc, je suis sa postérité. Donc, avant, je croyais en Dieu, mais je me reposais tout le temps sur mon père. Donc, c'était une foi que je vivais à travers l'appui paternel. Mais il n'est plus là. Donc, c'est comme je fais la planche dans les bras de Dieu. Donc, je suis dépendant totalement de lui. Donc, j'ai fait des expériences économiques ici en France. C'est l'intervention divine que je vois à chaque fois pour m'en sortir. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi ce texte. C'est une histoire que j'ai vécue avec mon père à travers ce texte. Merci beaucoup pour ce texte, pour ce témoignage. Et je te propose qu'on puisse aller l'inscrire maintenant sur notre mur des témoignages ici à la Fédération. Merci, ça a été un plaisir.